Donc, on va débuter. Bienvenue à tous à ce webinaire qui se nomme Place de l'ostéométrie dans le diagnostic et le suivi des maladies respiratoires. Je serai votre hôte pour ce soir. Mon nom, c'est Eve et je travaille chez Thorasis, qui est le manufacturier du Trémoflo. Et ce webinaire-ci sera présenté par M. Sam Bayat, qui est médecin et également professeur de physiologie et praticien au Centre hospitalier de Grenoble, en France, où il est également responsable de l'unité d'exploration fonctionnelle respiratoire. C'est également le directeur de l'unité INSERM-STROM et ses recherches sont centrées principalement sur l'imagerie fonctionnelle des poumons. Donc, la façon dont va se dérouler la séance, c'est que Sam Bayat va faire la présentation et on va allouer une période de questions d'une 15 à 20 minutes à la toute fin. Vous pouvez envoyer toutes vos questions via le chat où je les recevrai et pourrai les poser à ce moment-ci à Sam à la toute fin. Donc, je vous souhaite une excellente séance. Alors, merci pour cette introduction, Eve. Et je remercie particulièrement les collègues qui ont pu se connecter malgré ces temps bien occupés. Alors, moi, je vais vous présenter ici, alors si j'arrive à... Hop, voilà, voici mes conflits d'intérêts. Alors, les objectifs de notre discussion aujourd'hui, c'est d'abord de définir les paramètres mesurés par l'oscillométrie et expliquer un peu leur signification physiologique. Je vais aussi tenter de décrire les variations des paramètres d'oscillométrie dans les maladies respiratoires obstructives et puis de décrire la place de l'oscillométrie dans le diagnostic et le suivi des maladies obstructives. Alors, voilà, donc l'oscillométrie, ça consiste à générer un signal oscillatoire, souvent au moyen d'un haut-parleur ou équivalent. Alors, le sujet respire dans l'appareil qui permet de mesurer le débit respiratoire et la pression à la bouche. Le signal oscillatoire qui est produit, en fait, se superpose au signal respiratoire du sujet. Donc ici, vous voyez le signal oscillatoire. Et le signal mesuré ressemble un petit peu à ça. C'est un mélange entre le signal oscillatoire. Excusez-moi. Monsieur Bayat, On ne reçoit pas, on ne voit pas l'écran. On ne voit pas votre écran. Je suis désolé. Donc, je partage de nouveau. Alors, là, vous voyez l'écran? C'est bon. Oui. Ah, ok. Donc, comme je vous disais, voilà, l'oscillométrie, ça consiste à générer un signal oscillatoire, comme vous voyez ici. Le patient respire dans l'appareil qui permet de mesurer le débit respiratoire et la pression. Et vous voyez là, cette fois, j'espère que vous voyez le signal oscillatoire qui se superpose au signal respiratoire du sujet. Alors, l'analyse de ce signal va permettre d'en déduire les paramètres de mécanique ventilatoire. Alors, voilà à quoi ça ressemble en vrai. Le sujet respire, porte un pince-nez d'abord, il respire au travers d'un filtre antibactérien et il soutient ses joues. Je vous expliquerai pourquoi plus loin. Les signaux mesurés sont la pression, le débit et le volume qui est calculé à partir du débit. Et le signal qui entre dans le système respiratoire peut avoir une seule fréquence, ou ça peut être des impulsions, ou dans le cas de l'exemple qui est affiché ici, ça peut être un signal complexe comportant plusieurs fréquences surimposées à la fréquence respiratoire du sujet. Donc c'est ce que vous voyez ici, ça ressemble un peu à du bruit sur la courbe supérieure. Alors, avant d'aller plus loin, peut-être c'est bien d'expliquer quels sont les paramètres
de mécanique ventilatoire qui sont mesurées. Alors, vous savez que le système respiratoire oppose une difficulté au passage de l'air. Cette difficulté est représentée par l'impédance respiratoire. Alors, cette impédance respiratoire, différents éléments contribuent à l'impédance et qui sont à l'origine de la génération des gradients de pression respiratoire. Et tout d'abord, le premier élément qui contribue à l'impédance, c'est l'élastance du système respiratoire, c'est-à-dire la rigidité des tissus respiratoires, le poumon et la paroi, qui s'oppose aux variations de volume. Le second élément qui contribue à l'impédance respiratoire, c'est la résistance. Donc ça, c'est l'énergie qui est perdue à cause du frottement de l'air contre les parois des structures respiratoires et qui est proportionnelle au débit. Alors, vous savez que pour l'essentiel, la résistance est dans les voies aériennes, mais qu'une partie de ces forces résistives sont aussi dans les tissus. Et il faut rappeler ici que si l'essentiel de la résistance est dans les voies de conduction, les toutes petites bronches distales ne représentent qu'une fraction, quelques pourcentages de la résistance globale. Et de ce fait-là, les moyens d'exploration traditionnels permettent très difficilement de mesurer, d'apprécier la résistance de ces bronches tout à fait distales. Alors, il y a également un troisième élément qui contribue à l'impédance, c'est l'énergie qu'il faut pour accélérer l'air dans les voies aériennes. Et donc, c'est le composant inertiel qui dépend des dimensions des voies aériennes, mais aussi de la densité de l'air qui est respiré. Et ici, vous voyez que cette force, donc cette inertance, dépend de l'accélération. Donc, pour résumer, l'impédance peut se mesurer en quantifiant les variations de pression et de débit dans le système respiratoire et donc c'est la somme des forces résistives d'une part et aussi de ce qui emmagasine l'énergie pendant la respiration ou pendant qu'on impose un débit à la respiration du sujet, c'est la réactance. Et dans cette réactance, il y a la contribution de l'élastance respiratoire, mais aussi de l'inertance. Alors, l'analyse de la pression oscillatoire qui est introduite par le signal surimposé permet de mesurer l'impédance respiratoire. Et ces deux composants, surtout la part résistive qui est en haut et aussi la réactance qui est en bas. Et cette analyse permet en fait de séparer les différentes fréquences et de mesurer l'impédance à chaque fréquence qui est mesurée. La résistance, elle est dominée par le calibre des bronches. Et dans une certaine mesure, il y a une contribution de la résistance des tissus respiratoires. Alors la réactance, elle est dominée par l'élastance tissulaire, c'est-à-dire la rigidité du système respiratoire. Sa valeur est de signe négatif, comme vous voyez ici. Elle est dominée essentiellement par l'élastance. Vous voyez l'élastance en vert. Alors, elle est de signe négatif parce que les variations de pression liées à l'élastance ont un décalage dans le temps, sont un peu à l'envers des variations de débit. Et vous voyez que pour les fréquences basses, la contribution de l'élastance est très importante et au fur et à mesure que les fréquences augmentent, l'élastance diminue en termes de contribution et c'est l'inertance qui augmente. Et pour des fréquences moyennes, autour de 10-12 Hz chez l'adulte, alors là, dans le schéma, c'est un petit peu plus élevé pour la nécessité de vous montrer ça, mais il arrive un moment où bien l'inertance et l'élastance vont être égales et en sens opposé et vont s'annuler. Donc là, la réactance devient 0 et c'est ce qu'on appelle la fréquence de résonance. Au-delà de cette fréquence de résonance, vous voyez que la réactance devient positive, c'est qu'elle est essentiellement dominée par l'inertance. Alors, quels sont les paramètres cliniquement, disons, parlants et qu'on enregistre? C'est en haut d'abord la résistance. Bien, la résistance à basse fréquence ou à 5 Hz
elle représente plutôt la résistance de l'ensemble du système respiratoire, c'est-à-dire celle des voies aériennes, mais aussi celle des tissus respiratoires et des voies aériennes distales. Pour des fréquences moyennes, autour de 20 Hz, eh bien là, on a la résistance qui reflète essentiellement celle des voies aériennes de conduction. Donc, ces fréquences moyennes ne pénètrent pas très, très profondément dans le système respiratoire. Et il y a, donc normalement, chez un adulte normal, il y a peu de différence entre la résistance à 5 Hz ou R5 et la résistance aux fréquences moyennes à 20 Hz. Mais dans certains cas, il y a une fréquence dépendance de cette résistance. Et cette fréquence dépendance de la résistance, c'est-à-dire, vous voyez que le R5 ici dans le schéma est beaucoup plus élevé que R20, elle a plusieurs origines. D'abord, c'est l'hétérogénéité mécanique qui accompagne souvent l'obstruction des bronches périphériques, les petites bronches distales, qui contribuent à la fréquence dépendance. Il y a aussi un autre facteur, c'est que les tissus respiratoires ne sont pas des corps élastiques parfaits. Donc, ils sont viscoélastiques, c'est-à-dire que quand on leur impose une force, ils mettent un peu de temps à se déformer. Et ça aussi, ça a un impact plutôt à basse fréquence. Ça contribue à augmenter R5. Et troisièmement, il y a un autre facteur qui contribue à la fréquence dépendance, c'est la compliance des voies aériennes et les joues, les voies aériennes supérieures, mais aussi les voies aériennes intrapulmonaires. Là, cette compliance-là, ça contribue aussi à la fréquence dépendance. Eh bien, pour la réduire, c'est la raison pour laquelle il faut appuyer sur les joues, comme ça, quand on fait la mesure, et soutenir le plancher de la bouche. C'est pour diminuer cette contribution de la compliance de la paroi des voies aériennes. Alors, en dessous, vous voyez la courbe de la réactance. Alors, quels sont les paramètres cliniquement, disons, parlant de la réactance qui sont mesurés? C'est d'abord la réactance à 5 Hz, que vous voyez ici. Eh bien, cette réactance à 5 Hz, ou X5, ben, elle est dominée essentiellement par l'élastance du système respiratoire. Ensuite, il y a AX, ou la surface au-dessus de la courbe de réactance. Eh bien, cette surface au-dessus de la courbe de réactance, c'est la même chose que X5, mais à plusieurs fréquences. Donc, elle contient la même information. Du coup, elle est sensible à l'élastance tissulaire des tissus respiratoires, c'est-à-dire du poumon et de la paroi, mais également aux hétérogénéités mécaniques du système respiratoire. Et la fréquence de résonance que vous voyez ici, qui représente l'équilibre entre l'inertance et l'élastance. Alors, quels sont les profils caractéristiques en cas de pathologie respiratoire? Donc, très schématiquement, quand il y a une obstruction des voies aériennes, un trouble obstructif, se manifeste d'une part par un décalage vers le haut de la courbe de résistance, que vous voyez ici. D'abord, vous voyez que R5 est augmenté, il y a R20 est augmenté, mais il y a aussi une plus grande fréquence dépendance de la résistance. C'est-à-dire que la courbe de résistance, elle est concave et elle a tendance à être plus élevée vers les basses fréquences. Ensuite, dans le trouble obstructif, on a aussi une réactance qui devient plus négative et AX, c'est la surface au-dessus de la courbe de réactance qui augmente et la fréquence de résonance qui se décale vers la droite. Alors, quand le trouble obstructif s'aggrave, eh bien, ces variations s'accentuent. Alors, un trouble restrictif se manifeste en revanche par très peu de variations, peu ou pas de variations de la courbe de résistance. En revanche, X5, AX et fréquence de résonance varient un peu de la même manière. Autrement dit, la réactance devient de plus en plus négative et AX va avoir tendance à augmenter aussi dans le trouble restrictif. Donc, il faut bien noter que la réactance plus négative et l'AX augmentée à la fois dans l'obstruction périphérique et l'hétérogénéité et en cas de restriction,
et ne distingue pas entre ces deux phénomènes. Alors, pourquoi ça? Je vais vous montrer quelques données d'abord expérimentales et ensuite quelques données cliniques pour expliquer la relation entre AX, l'élastance et l'hétérogénéité de la ventilation. Alors ici, vous avez des données expérimentales pour illustrer pourquoi des données expérimentales d'abord d'imagerie. Donc là, c'est un genre de scanner qui permet de mesurer la ventilation régionale. Ça, c'est dans un modèle d'asthme chez le lapin. Alors au-dessus, vous voyez une carte de ventilation régionale et en même temps, on peut voir la structure des bronches. Vous voyez ici les bronches centrales, une bronche centrale qui est agrandie. Donc ça, c'est à l'état basal. Alors quand on donne la métacholine de manière attendue, vous voyez que la bronche centrale se constricte, alors qu'il y a très peu d'hétérogénéité de ventilation en périphérie. Et dans ces conditions, quand on mesure la résistance par oscillation, vous voyez que la résistance augmente de manière importante, plus chez les lapins sensibilisés, tandis que l'élastance qui est mesurée par oscillométrie ne bouge pas. En revanche, quand on fait une provocation avec l'allergène chez les animaux qui sont sensibilisés, vous voyez qu'il y a une grande hétérogénéité de ventilation périphérique qui se développe, probablement à cause de l'obstruction des petites voies, petites bronches distales. En même temps, vous avez une constriction un peu moins importante des bronches centrales. Et dans ces conditions, vous voyez que la résistance oscillométrique augmente toujours et l'élastance, cette fois, augmente. Donc, le fait que la réactance, qui est dominée par l'élastance, dans ce cas, augmente dans l'hétérogénéité, il y a deux facteurs. Il y a le fait qu'il y a une hétérogénéité mécanique, mais il y a aussi le fait que l'obstruction des petites bronches va, en quelque sorte, diminuer la ventilation des zones distales, donc les oscillations ne vont pas avoir accès à ces zones-là. Donc, c'est comme s'il y avait une restriction de volume. Par conséquent, quand le volume diminue, la compliance augmente. Ou l'élastance, la compliance diminue ou l'élastance augmente. Alors, des observations similaires ont été faites chez le patient asthmatique beaucoup plus récemment, cette fois avec l'IRM à l'aide d'hélium hyperpolarisé. Vous voyez ici les zones en bleu sont les zones bien ventilées. Donc, il s'agit de deux sujets asthmatiques. À gauche, c'est un sujet asthmatique avec peu d'hétérogénéité de ventilation, il y a peu de défects de ventilation qui se manifestent par des trous noirs. Et en dessous, vous avez les résultats d'oscillométrie. Vous avez en haut la courbe de la résistance et en dessous la courbe de réactance et la surface au-dessus de la courbe de réactance en rouge. Alors, à droite, vous voyez, chez ce sujet, il y a beaucoup plus d'hétérogénéité de ventilation et en même temps, il y a une courbe de réactance qui devient plus négative, AX qui devient plus grand et une plus grande fréquence dépendance de la résistance. Donc, la R5 est plus augmentée et la forme de la courbe de résistance est beaucoup plus incurvée. Alors, voyons maintenant quelques exemples de mesures chez les patients. Alors, ici, vous avez un profil de mesure normale. Là, il y a trois mesures techniquement acceptables qui ont été obtenues et moyennées. Alors, techniquement acceptable, il y a des critères de qualité. Donc, un des critères de qualité, c'est une variabilité en dessous d'un certain seuil entre les mesures, qui est 15% de coefficient de variation. Ici, vous voyez que la courbe de résistance est dans les limites de la normale, de même que la réactance. La réactance, elle est au-dessus de la limite intérieure de la normale. Vous avez un AX qui est normal, donc avec un jauge qui indique le Z-score. Et ce Z-score est calculé à partir de courbes de référence qui ont été publiées. Ici, les données de référence sont d'après Oustlin et Cole, qui sont publiées en 2013. Alors, d'autres normes de référence existent chez l'enfant. Alors, chez l'adulte, les valeurs normales sont de l'ordre de 2 à 3,5 cm d'eau seconde par litre pour R5, par exemple. Alors, ces valeurs-là sont plus élevées chez l'enfant.
où les valeurs dépendent de la taille et donc du volume pulmonaire, étant donné que le calibre des bronches varie avec le volume pulmonaire. Alors là, vous avez un exemple de trouble obstructif modéré. Ici, vous avez la R5 qui est augmentée et l'ensemble de la courbe de résistance, vous voyez, elle est augmentée, mais il y a très peu de fréquence dépendance. R5-20 est normal. Et par ailleurs, donc la réactance est normale à 5 Hz et la surface au-dessus de courbe de réactance, c'est-à-dire AX, reste normale. Pardon. Alors, dans un trouble obstructif plus sévère, vous voyez que la résistance devient beaucoup plus fréquence dépendante. R5-20 ici est beaucoup plus augmenté. Vous voyez qu'elle est le Z-score est élevé. Alors, il y a une jauge qui vous montre la zone de normalité, à la limite de la normale, qui est vers la zone jaune, là, au milieu. Et ici, la réactance est beaucoup plus négative. Donc là, on est face à un trouble obstructif plus sévère que le précédent que je vous ai montré. Et là, naturellement, AX est beaucoup plus grand. Alors, on peut réaliser des tests de réponse au bronchodilatateur avec l'oscillométrie. Et ces tests de réponse au bronchodilatateur ou réversibilité sont aussi sensibles qu'avec la spirométrie. Donc, il y a des études qui montrent ça. Alors, la réponse significative au bronchodilatateur est bien illustrée ici. Vous avez d'abord au-dessus, en bleu foncé, la courbe de résistance qui redescend vers les valeurs normales. Et surtout, elle est beaucoup moins fréquence dépendante après inhalation de bronchodilatateur. Vous avez aussi ici, voilà, la réactance qui réaugmente et AX qui devient normal. Alors, vous voyez que ces changements sont tout à fait significatifs dans ce cas-là, mais où se situent les seuils de réponse au bronchodilatateur par oscillométrie? Alors, ces seuils ont été bien définis par Oostwin chez l'adulte. Alors, pour la variation de R5, c'est 32%. Pour la réponse significative en termes d'AX, c'est 65%. Et pour une réponse significative en termes de X5, c'est 44%. Alors, chez l'enfant, d'autres seuils sont proposés, par exemple, par Calogero et collaborateurs, 40% pour R5, 50% pour la réactance X5 et 80% pour AX. Idéalement, il faut utiliser des seuils qui ont été mesurés avec l'appareil de mesure qui est le même que vous utilisez ou le plus proche, et idéalement dans la population aussi la plus proche que le patient considéré. Alors ici, dans cette étude, on a une comparaison entre la tombe densitométrie et l'oscillométrie chez un patient BPCO. Donc ici, c'est un patient BPCO qui est léger, qui est stade 1 de Gold. Donc ces données-là ont été publiées récemment par Lundblad et collaborateurs. Et à gauche, donc vous voyez le scanner de ce patient qui n'a pas d'emphysème. Et vous voyez en dessous, le VMS est normal. Le rapport VMS-CV est légèrement abaissé. Et le profil oscillométrique est montré ici à droite. Donc, vous voyez le R5 qui est à la limite supérieure de la normale. Vous avez une fréquence dépendance de la résistance qui est néanmoins augmentée. Alors, il y a un seuil également qui est proposé pour la fréquence dépendance qui est au-dessus de 1 cm de seconde par litre. Ici, il est à 1,65. Et la réactance est légèrement diminuée avec la fréquence de résonance qui est décalée vers la droite. La fréquence de résonance théorique est autour de 13 Hertz et ici, on est à 29.
Et enfin, AX, la surface au-dessus de la courbe de réactance, est également augmentée par rapport à la normale. Alors, ces données-là sont comparées avec un BPCO beaucoup plus sévère de stade 4. Donc, ce patient-là, il a de l'emphysème. Donc, vous voyez que sur la gauche, donc, sur ce scanner, vous voyez les zones apicales avec de l'emphysème. Il y a 11% du poumon qui est concerné. Ici, le VMS est beaucoup plus sévèrement diminué, de même que le rapport VMS sur CV, qui est seulement à 33%. Alors là, la résistance à 5 Hz est bien plus élevée et bien plus fréquence dépendante. Et surtout, la réactance est très, très augmentée avec une surface au-dessus de la courbe de réactance qui est très, très importante par rapport à la normale. En fait, d'autres études montrent que l'AX reflète de manière très sensible le trapage chez ces patients atteints de BPCO et AX augmente avec la sévérité de la pathologie dans la BPCO. Donc, l'oscillométrie, en fait, présente plusieurs intérêts. D'abord, c'est une technique de mesure de la mécanique ventilatoire qui ne nécessite pas de coopération active. Donc, elle est particulièrement intéressante dans les populations qui ont du mal à coopérer, comme les jeunes enfants, les sujets âgés, les patients neuromusculaires, les sujets non coopérants. L'examen est réalisé en respiration courante, donc ne modifie pas la mécanique ventilatoire, contrairement à la spirométrie, où il y a des manœuvres comportant de l'inspiration profonde. On sait que l'inspiration profonde modifie la mécanique ventilatoire. Donc c'est une technique assez ancienne, initialement proposée par Dubois en 1956, hein, mais ce n'est que récemment, dans la dernière décennie, qu'on voit apparaître des appareils commerciaux, il y en a plusieurs, qui sont compacts, qui sont automatisés, qui sont abordables, ce qui permet de répandre et de démocratiser la méthodologie. Alors, il faut savoir qu'il y a une standardisation technique entre les différents appareils qui est à opérer. Il y a encore des différences systématiques qui existent entre les différents appareils. Donc, il y a des publications qui montrent ça. Donc, ce qui est important, c'est de toujours utiliser le même appareil pour le même patient dans le suivi dans le temps, si c'est le cas. Alors, par ailleurs, il existe des normes, des recommandations techniques d'abord, et des normes de référence. Donc là, il y a plusieurs recommandations techniques qui sont apparues au fil des ans. Donc, la dernière est apparue en 2019. Et autre intérêt, c'est qu'en France, par exemple, l'examen peut être coté. Donc, c'est une mesure qu'on peut réaliser dans un cadre, par exemple, d'un laboratoire, dans notre laboratoire universitaire. Si ce n'était pas coté, ce serait très, très difficile de mettre en œuvre aujourd'hui. Alors, probablement, une des applications les plus importantes et pertinentes de l'oscillométrie, c'est pour la mesure de la mécanique respiratoire chez le jeune enfant. Vous savez qu'il est très difficile de réaliser une spirométrie chez les enfants préscolaires. Seuls 40% environ des enfants arrivent à faire plus d'une manœuvre forcée acceptable entre 3 et 4 ans. Et dans notre expérience, on a mesuré des enfants de 3 ans en population générale dans une cohorte mère-enfant qui est la cohorte CEPAGE, donc qui est dirigée par Rémi Slama à Grenoble. Donc cette cohorte-là vise à étudier l'impact de l'exposition environnementale depuis la gestation sur la santé respiratoire chez les enfants. Alors, on avait mesuré 237 enfants. Aujourd'hui, on est à plus de 300. 97% de ces enfants ont pu faire au moins 2 mesures techniquement acceptables et 89% au moins 3. Alors, il y avait une différence statistiquement significative entre 2 et 3 mesures, mais vous voyez que la différence est, disons, peu parlante cliniquement. Donc, c'est une technique que même les très jeunes enfants peuvent facilement, chez qui on peut facilement obtenir des données de qualité. Alors, en clinique, l'oscillométrie peut être réalisée dans différents contextes. Ça peut être un laboratoire d'exploration fonctionnelle respiratoire dans un hôpital universitaire, mais ça peut être aussi sur le terrain, sur les lieux de travail, pour dépister les maladies professionnelles.
Ça peut être, l'oscillométrie a été utilisée pour le suivi de patients à domicile et aussi pour monitorer les patients ventilés dans un contexte de médecine intensive et de réanimation, pour monitorer la mécanique ventilatoire. On peut utiliser l'oscillométrie pour le diagnostic et le suivi de pathologies obstructives chroniques telles que l'asthme et la BPCO. Et en particulier, l'oscillométrie est très sensible à l'hétérogénéité mécanique, qui est la marque des pathologies obstructives et qui est peu ou pas détectée par la spirométrie. Alors, à titre d'exemple, l'oscillométrie est bien plus sensible que la spirométrie pour détecter des symptômes respiratoires. Et dans cette étude, on a réalisé un test de provocation à la méthacholine à des patients qui avaient des symptômes respiratoires, tels que la toux, la dyspnée, et tous avaient une spirométrie de base normale. Et vous voyez que donc chez ces patients, on a fait un test de provocation bronchique et certains ont développé des symptômes pendant le test. Et au moment où les premiers symptômes apparaissaient, donc on notait la variation du VMS, donc ici était autour de 3%, mais la variation de R5, résistance à 5 Hz, était beaucoup plus importante, de 42%, donc significativement augmentée. Donc, l'oscillométrie est sensible à ces symptômes qui apparaissent. Alors, les auteurs ont conclu que probablement qu'il y avait une implication de l'hétérogénéité distale, probablement en raison d'une constriction des branches périphériques, qui n'étaient pas détectées par la spirométrie. Alors, j'ajoute qu'on peut réaliser des tests de provocation bronchique de manière reproductible avec l'oscillométrie. Nous, on l'utilise dans le laboratoire pour les patients, soit qui sont très jeunes, chez les enfants qui n'arrivent pas à faire la spirométrie jusqu'au bout du test de provocation, soit les sujets qui ne peuvent pas du tout faire la spirométrie. Et l'hyperactivité identifiée par la spirométrie est bien corrélée avec celle qui est mesurée par la spirométrie dans plusieurs études. Alors, un autre exemple qui montre la sensibilité de l'oscillométrie est une étude qui compare les sujets normaux aux sujets symptomatiques qui sont les secouristes à New York qui étaient exposés à la poussière des tours jumelles en septembre 2001, le 11 septembre, et ils ont tous une spirométrie normale. Alors, les auteurs ont fait un test de réponse au bronchodilatateur. Et d'abord, les sujets avaient, bien qu'ils avaient une spirométrie normale, ils avaient des paramètres d'oscillométrie qui étaient au-dessus de la normale. Donc, vous voyez ici R5 avec la limite supérieure de la normale, R5-20 et AX. Et tous ces paramètres-là étaient au-dessus de la limite supérieure de la normale et se normalisaient après inhalation de bronchodilatateur. Donc, ça, c'est dans une étude d'Oppenheimer. Donc là aussi, l'interprétation des auteurs est que l'obstruction des voies aériennes périphériques, mais surtout l'hétérogénéité qui en résulte, contribue à augmenter les paramètres oscillométriques qui sont, encore une fois, pas détectés par la spirométrie. Alors, nous, dans notre expérience, toujours dans la cohorte mère-enfant grenobloise, donc on a mesuré la résistance à 7 Hz, donc à une fréquence légèrement plus élevée. C'est parce que les jeunes enfants respirent à une fréquence plus élevée normalement. Et donc on a trouvé une association significative entre le diagnostic de l'asthme par le passé, donc c'était des enfants de 3 ans, ou les antécédents de bronchiolite dans les 2 premières années de la vie, et RRS7, c'est-à-dire ou R7, si vous voulez. Alors, en ce qui concerne le contrôle de l'asthme, dans une étude récente chez 52 sujets asthmatiques, la réponse au bronchodilatateur était mesurée à la fois par spirométrie et par oscillométrie. Alors, le contrôle de l'asthme était mesuré par le questionnaire de test de contrôle de l'asthme. Et la ligne bleue ici montre la limite de contrôle. C'est-à-dire en dessous de 20, les sujets sont
moins bien contrôlés. Et la ligne orange montre le seuil de réponse spirométrique ou oscillométrique. Alors, les points rouges sont les patients qui avaient une réponse positive d'après spirométrie, et les points bleus, les patients négatifs d'après spirométrie. Et la variation du VEMS n'était pas significativement associée au contrôle de l'AS, donc à gauche, tandis que celle de AX, donc la variation de AX en réponse au bronchodilatateur, était significativement associée au contrôle de l'AS. Donc là, le rationnel était que la présence ou la persistance d'une réponse positive au bronchodilatateur a une signification phénotypique chez ces patients asthmatiques. D'autres études montrent qu'il y a un lien avec l'inflammation allergique. Et les auteurs ici concluaient que la persistance d'une réactivité bronchique, qui est connue pour ce trait phénotypique, était mieux détectée par l'oscillométrie que par spirométrie. Alors, étant donné que l'oscillométrie est techniquement plus facile à réaliser pour les patients et ne demande pas beaucoup de coopération, pas beaucoup de coopération active, donc elle a été appliquée pour la surveillance quotidienne des patients asthmatiques à domicile. Et là, c'est dans une étude de Gobi et collaborateurs en 2017. Alors, le rationnel est que la gestion de l'asthme qui est basée sur le peak flow n'est pas beaucoup mieux que celle basée sur les seuls symptômes. Et on sait que la mécanique respiratoire est beaucoup plus variable chez les asthmatiques, d'autant plus qu'ils sont mal contrôlés. Alors, dans cette étude, les auteurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont surveillé la résistance oscillométrique, donc ici la résistance à 5 Hz, sur 2 mois, d'abord pour déterminer le profil de variabilité individuelle, et ensuite pour détecter sur une fenêtre glissante de 7 jours, là, que vous voyez à droite ici. Là, je vais utiliser le stylet. Donc, pardon, je vais essayer de prendre le pointeur, si ça marche. Ça ne semble pas marcher. Et sur cette fenêtre de 7 jours, ils ont essayé de prédire, en fonction de la variabilité, si des événements d'exacerbation. Alors, ils ont défini ces événements d'exacerbation par une augmentation, par un facteur 2 de la résistance à 5 Hz. Alors, ils ont démontré qu'il était possible de déterminer avec une grande sensibilité et spécificité les événements, disons, annonçant une exacerbation dans les 7 jours suivants. Alors, une approche similaire a été employée aussi dans la BPCO. Alors là, c'est dans une étude où les patients BPCO étaient suivis à domicile avec l'oscillométrie. Donc là, l'intervention consistait à les surveiller à domicile et basée sur la conduite à tenir sur la variation de l'oscillométrie à domicile, a montré que d'abord, il y avait chez les patients exacerbateurs une diminution de la réhospitalisation. Donc, il y avait une diminution de 50%, 54% de la réhospitalisation, mais aussi de la durée de réhospitalisation chez les patients BPCO. Et de ce fait-là, donc une diminution du coût de la prise en charge de ces malades. En résumé, l'oscillométrie, je pense que c'est un excellent complément à la spirométrie en exploration fonctionnelle respiratoire. C'est un examen qui ne nécessite pas de coopération active. Il est particulièrement intéressant chez les sujets qui ne peuvent pas faire une spirométrie, comme les très jeunes enfants, les patients sévères, les patients handicapés, physiques ou cognitifs. Alors, les paramètres d'oscillométrie sont très sensibles, disons, aux altérations mécaniques du poumon périphérique. Et on peut appliquer la spirométrie dans différents contextes, aussi bien en cabinet qu'en CHU ou pour un dépistage sur le terrain, donc dans un environnement disons, plus professionnel.
Et puis, l'évidence scientifique est encore émergente en ce qui concerne les seuils, pour distinguer la pathologie de la normalité, la sensibilité et la spécificité pour distinguer, disons, pour diagnostiquer les situations pathologiques, mais aussi les grandes études de grande envergure sur l'utilité clinique de l'oscillométrie manquent, il faut le reconnaître. Ça manque également probablement pour certains examens, disons, d'exploration fonctionnelle traditionnelle. Hein. Et par ailleurs, des recommandations techniques et des normes de référence sont disponibles. Et avec ça, je pense que je vais terminer mon intervention ici et laisser la place aux questions. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Sam, pour cette belle présentation. J'ai reçu quelques questions. Donc, la première question qu'on a reçue, est-ce qu'il y a une différence entre R19 et R20? Différence entre R19 et R5? R20. R19 et R20. Alors, c'est une très bonne question. R19 et R20 sont mesurés à des fréquences très proches. Donc, elles sont à la fois différentes et suivant les dispositifs qu'on utilise, c'est soit R19 qui est mesuré, soit R20. Conceptuellement, c'est très proche. Ça reflète la résistance des voies aériennes à une fréquence moyenne. Le fait qu'on le mesure à 19 Hz ou à 20 Hz, c'est uniquement une question technique. Il y a quelqu'un qui pose dans la même veine une question par rapport à la différence entre R7 et R8. Alors, la même réponse, c'est-à-dire que lorsque l'on respire, donc la fréquence respiratoire elle-même, elle peut un petit peu venir bruiter la mesure oscillatoire. Alors, ce n'est pas la fréquence en elle-même, la fréquence respiratoire, parce qu'elle est relativement basse, mais c'est les harmoniques de cette fréquence respiratoire. Et de ce fait-là, il faut un certain décalage entre la fréquence respiratoire et la fréquence de mesure la plus basse, disons. Alors, chez l'adulte, on peut faire des mesures à 5 Hz sans être trop embêté par la fréquence respiratoire de base. En revanche, chez les sujets plus jeunes, chez l'enfant, chez le jeune enfant, donc on mesure à des fréquences plus élevées. Alors, quand vous regardez les études, ça peut être à 7 Hz ou à 8 Hz ou à 6 Hz parfois. Et donc, ça tient à des choix techniques. Alors, quand on peut interpoler, entre guillemets, par calcul, estimer la résistance à une fréquence alors qu'on l'a mesurée à une autre fréquence proche, disons. Donc, les valeurs qu'on va trouver vont être proches, si vous voulez. Il n'y aura pas de différence majeure, mais techniquement, il y a une légère différence. Voilà. Ça Merci. tient à des choix techniques et qui sont liés à l'appareillage, souvent. Merci. Est-ce qu'il est possible de déterminer séparément les différents paramètres en inspiration et en expiration? Et si oui, est-ce qu'il y a des études en utilisant ces paramètres avec le trémoflux? C'est une excellente question. Alors, la réponse est oui. Quand on respire, le volume pulmonaire change et par conséquent, il y a des variations de la mécanique qu'on peut mesurer avec l'oscillométrie parce que, disons, la fréquence d'échantillonnage est bien plus élevée que celle de la respiration. Et donc, on peut montrer que les paramètres comme la résistance et la réactance changent au cours de la respiration. Alors, certaines études récentes montrent que si on mesure plutôt ces variations intracycles, eh bien, il y a des indices qui sont très sensibles pour détecter les pathologies, en particulier obstructives, chez l'adulte aussi bien que chez l'enfant. Mais ces paramètres intracycles, disons, c'est encore du domaine de la recherche. Et certains appareils proposent des mesures inspiratoires et expiratoires. La différence inspiratoire-expiratoire est dans les données, par exemple, de l'appareil TremoFlow, mais aussi dans Respond Pro et d'autres appareils. Voilà, je peux vous dire ça. Oui, la réponse est oui. Il y a une différence
au cours du cycle respiratoire et on peut en tirer des marqueurs, disons, de pathologie obstructive. Merci. J'ai une question qui nous dit, en laboratoire, vous nous dites limiter l'utilisation de l'oscillométrie aux patients ne pouvant pas faire une spirométrie. Pourquoi ne pas utiliser l'oscillométrie en première intention? Alors, c'est une très bonne question. À l'état actuel des connaissances, moi, mon sentiment est que l'oscillométrie est d'abord un excellent complément de l'examen de base. Alors, pourquoi c'est un complément? Parce que ça apporte des informations qu'autrement on n'a pas avec la spirométrie ou avec la pétismographie ou avec les examens traditionnels. Pourquoi ne pas l'utiliser tout seul? Alors, parfois, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que quand les patients ne peuvent pas faire une spirométrie, c'est la seule. Donc, c'est l'exemple que je vous ai montré chez les très jeunes enfants. Pourquoi ne pas l'utiliser en première intention? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela également. C'est que vous savez que beaucoup de critères, beaucoup de données dans la littérature, beaucoup de données choix cliniques sont basés sur les données spirométriques. Simplement, c'est une question historique. Et l'autre point, c'est qu'on ne mesure pas tout à fait la même chose. C'est qu'avec l'oscillométrie, on mesure des paramètres de mécanique ventilatoire et avec la spirométrie, on mesure les débits ventilatoires et le volume mobilisé. Ce n'est pas exactement les mêmes choses qu'on mesure et de ce fait-là, ils sont complémentaires. Si on peut mesurer les deux, c'est bien. La même personne, en fait, demande aussi qu'est-ce qu'il manquerait en termes de démonstration pour que l'appareil avec la technologie de l'oscillométrie supplante la spirométrie? Oh, oui, c'est une très bonne question. Je ne suis pas sûr que le but soit de supplanter la spirométrie. Alors d'abord, certains points sont en cours, c'est-à-dire que je vous ai parlé de standardisation technique. Donc, c'est un point important. Pour le moment, il y a un petit peu trop de différence entre les différents appareils et il faut standardiser certains points, certains choix techniques pour qu'on s'y retrouve, les utilisateurs s'y retrouvent. L'autre point, c'est qu'on manque encore des études de grande envergure, des grandes cohortes pour valider un certain nombre de connaissances et puis disons, de valider la sensibilité, la spécificité de certains paramètres oscillométriques dans le diagnostic de certaines pathologies, par exemple, des conditions, au-delà des conditions obstructives ou restrictives. Merci. Quelqu'un demande, avec un VMS normal et sans test de provocation, peut-on détecter significativement ou bien une tendance, une augmentation au niveau R5 pour diagnostic précoce de syndrome obstructif de type AS, par exemple? Alors, je m'excuse, j'ai perdu le début de votre question. Je vais recommencer. La connexion étant un peu instable. Les joies de la technologie. Donc, la question commence comme ci. Avec un VEMS normal et sans test de provocation, peut-on détecter significativement ou bien une tendance, une augmentation R5? Peut-on détecter une augmentation de R5 avec un VEMS normal? Et sans test de provocation. Et sans test de provocation. Alors, R5, comme je vous disais, est sensible à la mécanique de l'ensemble du système respiratoire. Ça veut dire que, contrairement au VEMS qui reflète essentiellement la résistance des voies aériennes centrales, R5 comporte à la fois la résistance des voies aériennes centrales, mais aussi les hétérogénéités périphériques distales et aussi la résistance des tissus respiratoires, c'est-à-dire le poumon et la paroi. Et de ce fait-là, R5 est plus sensible à certaines disons, altérations pathologiques que la spirométrie ne peut pas voir. C'est l'exemple que je vous montrais alors si je peux revenir peut-être en arrière, si je peux partager encore mon écran. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais je vais revenir. Oui, on voit bien. Il y a un petit délai, je suis désolé.
Ah voilà, c'est là. Donc vous voyez ici par exemple, ici le VMS était normal. Non seulement le VMS était normal, tous ces sujets-là n'avaient pas de troubles obstructifs détectables. Euh, Or, ils avaient des symptômes et R5 était au-dessus de la norme, très clairement. Donc, pour répondre à votre interrogation, oui, les paramètres oscillométriques, pas seulement R5, alors AX également, est sensible plutôt d'abord à l'hétérogénéité mécanique et aussi, entre guillemets, à la restriction de volume qui résulte d'une mauvaise ventilation distale. Je vous ai montré les images de ventilation pulmonaire où quand il y a une obstruction périphérique, vous avez des trous, c'est-à-dire des zones mal ventilées, eh bien, ça entraîne, c'est comme si vous aviez, disons, le signal oscillatoire voit un poumon qui est plus petit. De ce fait-là, R5 est plus sensible en effet que le VEMS. Super, merci. Effectuez-vous facilement cet examen en période d'épidémie COVID à l'heure du port du masque constant? On parle de l'oscillométrie. Alors ça, c'est une excellente question. Alors là, il y a un texte de recommandation qui est publié sur le site de l'ERS. Donc, on a beaucoup réfléchi à cette question avec les collègues. Et vous savez qu'il y a eu des publications au tout début de la première vague de pandémie pour dire que quand on fait des mouvements respiratoires maximaux, on pense qu'il y a un risque accru de répandre de l'aérosol. Notamment, il y avait eu une publication où il y avait un cluster au moment d'une chorale. Donc, les activités de chant, de respiration profonde peuvent potentiellement produire plus d'aérosols. Et là, donc, potentiellement, c'est un intérêt de l'oscillométrie, c'est que c'est un test qui est réalisé en respiration courante. Donc, dans ce texte de recommandation dont je vous parlais, on peut réaliser un test d'oscillométrie en période active de circulation de virus avec un simple masque chirurgical. Tandis que pour la spirométrie, alors nous, dans nos recommandations, c'est de porter un masque N95 ou FFP2. Je sais qu'en Amérique du Nord, on utilise encore une visière avec un masque chirurgical. Mais oui, pour vous répondre à votre question, il y a moins de risques de produire de l'aérosol, de le transmettre en respiration courante qu'avec des tests comme la spirométrie où on fait des manœuvres respiratoires maximaux. Génial. Est-ce que vous pensez... Oh, donnez-moi deux petits instants, mon écran a disparu. OK. Est-ce que vous pensez que l'oscillométrie peut aider à détecter la pneumopathie interstitielle liée à la sclérodermie systémique dans la phase précoce de spirométrie normale? Y a-t-il déjà des publications? Alors là, moi j'ai regardé récemment, alors j'ai pas fait la littérature récemment sur la sclérodermie spécifiquement, d'accord? Donc je ne peux pas vous répondre. C'est possible, mais je ne sais pas. Merci. Dans le cadre des tests pharmacodynamiques, la FOT est-elle plus sensible que la body plethysmographie? Comment positionnez-vous la résistance de la FOT face à la RAW? Alors là encore, on ne mesure pas tout à fait la même chose. Donc, on peut empiriquement comparer la résistance des voies aériennes mesurée par plethysmographie et R5 ou R20, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes paramètres. Ce qu'on mesure avec R5, ce n'est pas exactement la résistance des voies aériennes. Là, on a une contribution, disons, tissulaire, entre guillemets, des résistances tissulaires et des structures respiratoires qu'on n'a pas quand on mesure la résistance de voies aériennes en plethysmographie. Voilà. Donc, il y a une différence entre les deux. Merci. Quelqu'un demande, est-ce que le Tremoflow est gold standard? J'aimerais vous dire oui. Mais je vais laisser M. Bayard répondre à la question, mais on en a un peu discuté tout à l'heure concernant les démonstrations manquantes là, pour
pallier à la spirométrie, mais je peux vous laisser peut-être complémenter sur le sujet. Est-ce que, si je comprends bien la question, c'est est-ce que l'oscillométrie est gold standard? Exact, oui. Oui. Alors, je dois dire que, à ma connaissance, non, c'est pas encore gold standard. Et dans beaucoup de cas, gold standard, pour des raisons historiques, pour des raisons de disponibilité de données et pour des études qui ont été faites, restent des paramètres spirométriques. Parfois même à défaut, j'entends par là, c'est-à-dire que dans certaines conditions pathologiques, dans certaines maladies, on sait que, par exemple, le VEMS est pris comme critère pour initier un traitement ou pour changer la prise en charge du patient n'est peut-être pas un critère très sensible, bien qu'il soit très robuste. Il est gold standard. Et donc, par conséquent, il manque, disons, les études de grande envergure pour considérer que l'oscillométrie il y a assez d'évidence scientifique, si vous voulez, pour dire que l'oscillométrie est un test de référence. Merci. Je veux prendre les 2 petites minutes qui restent pour remercier tout le monde d'avoir participé. J'ai quelques questions encore qui demeurent. Soyez sans crainte, je vais les partager avec M. Bayat, puis on pourra vous donner une réponse plus personnalisée là, sur certaines questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer une petite note et à me les partager. Je ferai de même. Simplement pour vous aviser également que la session, elle est enregistrée. Donc, vous allez avoir le lien pour voir, revoir ou bien partager cette présentation-ci. Et je souhaite remercier du fond du cœur M. Bayat d'avoir accepté notre invitation à participer à ce webinaire. Nous sommes très, très contents. Puis, je pense que la présentation, elle est très claire. Quelqu'un me demandait si la présentation allait être disponible. De notre côté, comme la présentation va être enregistrée, elle sera disponible publiquement. Par contre, si vous souhaitez avoir la présentation PowerPoint directement, je peux demander à M. Bayat si c'est quelque chose qu'il souhaite partager avec vous. Donc, tout à fait. Alors, à mon tour, je remercie tous ceux qui se sont connectés, les collègues au Québec et au Canada. Merci d'être présents. Merci beaucoup. Merci de votre présence, puis en vous souhaitant une excellente fin de journée. Au revoir. Au revoir.